Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, 121 000 manifestants, dont 15 000 à Paris, ont défilé hier contre la réforme des retraites selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'UNSA-RATP appelle à un lundi noir dans le métro et RER francilien le 17 février prochain. Jour de début de la réforme des retraites en séance à l'Assemblée nationale, l'intersyndicale a décidé hier une nouvelle journée de mobilisation le 20 février prochain. On va parler de tout ça avec la sénatrice membre de Génération, Sophie Taillé-Polian. Elle est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Meaux. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis, vous l'avez vu cette semaine, nous avons suivi la campagne des municipales dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Nous étions à Lille, à Maubeuge, à Lens. Notre journaliste Marion Vigreux viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, on parlera municipal. On fera le point sur la campagne à Rennes. Nous serons en direct avec Stéphane Beignet, le directeur de l'information de TV Rennes. Et puis on parlera également de la campagne à Paris, puisqu'Anne Hidalgo, la maire sortante, a dévoilé hier son programme. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 7 février. Plus que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter les 15 et 22 mars prochains. Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit sur le site servicepublic.fr. Si ce n'est pas le cas, deux solutions. Vous inscrire en ligne sur ce même site ou vous rendre dans votre mairie avant la fermeture des bureaux ce vendredi. Et de 3, après Édouard Philippe et Gérald Darmanin, Franck Riester sera le troisième ministre à conduire une liste au municipal. Le ministre de la Culture a annoncé qu'il serait tête de liste à Coulommiers, la ville où il a grandi, mais il prévient déjà, en cas de victoire, il ne quittera pas son ministère. Et puis il n'y a plus de femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40. Isabelle Kocher a été évincée hier de la tête d'Engie. Le conseil d'administration de l'ex-GDF Suez a décidé de ne pas renouveler le mandat de la directrice générale du groupe depuis 2016. Elle faisait face à l'hostilité d'une majorité d'administrateurs. Une direction intérimaire a été nommée. Et on débute donc avec la sénatrice du jour, élue du Val-de-Marne, apparentée au groupe socialiste mais membre de Génération. Bonjour Sophie Taillé-Polian. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer avant de parler de la réforme des retraites avec cette actualité, cette affaire Gaillaguet, le président de la Fédération française des sports de glace, accusé suite aux accusations de viol de Sarah Abitbol. Roxana Maracineanu a demandé la démission de Didier Gaillaguet. Il a refusé hier soir, il a quand même entrouvert une porte, affirmant que si c'est le seul moyen de débloquer la situation, il démissionnera. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Gaillaguet ? Écoutez, je pense qu'il est bon, malgré toute la souffrance que cela charrie, que les paroles se libèrent dans les milieux sportifs où cela n'a pas encore été le cas. Et effectivement, il semble que la démission de ce monsieur est inévitable pour permettre, je dirais, au milieu sportif de reprendre, je dirais, une certaine sérénité pour que la justice puisse se saisir, pour que les choses puissent avancer. La commission de la culture prévoit d'auditionner la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. C'est une bonne chose que le Sénat s'empare aussi de cette affaire ? Bien sûr, c'est un sujet de société majeur. Alors les choses évoluent dans un certain nombre de secteurs, mais c'est malheureusement dans tous les secteurs que ce type de choses existe. Et donc que la parole se libère petit à petit, eh bien c'est une bonne chose. Et il faut maintenant que nous en venions à des actes, à des faits, à la protection des femmes et des personnes qui subissent ce type de harcèlement sexuel. Est-ce que pour vous, il faudrait aussi que le Sénat auditionne M. Gaillaguet ? Écoutez, ça dépend comment la procédure évolue. La commission culture et sport en jugera. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est ce rapport de l'OFCE sur le budget 2020 et la politique économique du gouvernement. Le rapport de l'OFCE qui montre que le budget profite aux classes moyennes supérieures et défavorise les classes les plus modestes. Le niveau de vie de 15% des ménages les plus modestes va être amputé. Les 5% les plus modestes vont aussi y perdre. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport ?
Bah, écoutez, je pense qu'il démontre ce que nous dénonçons depuis maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans, la politique de ce gouvernement qui est une politique clairement en faveur des plus aisés. Alors même que dans notre pays, il y a des gens qui souffrent de la pauvreté, il y a un nombre incalculable d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce qu'on constate, c'est que les politiques mises en place aggravent la pauvreté, alors même que l'impôt devrait permettre de redistribuer aux plus démunis, eh bien, on assiste à une redistribution à l'envers. Comme il y a de moins en moins d'impôts, eh bien, finalement, ce sont les plus riches qui s'enrichissent. Alors, c'est les classes moyennes, hein, en tout cas, qui bénéficient. Les 5%, les plus riches, les 5%, eux, bénéficient quand même de la plus grande augmentation de leurs revenus. Mais les classes moyennes, qui ne sont pas forcément les plus riches, bénéficient aussi de ces baisses d'impôts. Ça, c'est pas une bonne chose pour vous? Mais écoutez, la problématique, c'est une problématique de répartition globale. Donc, il faut que les choses soient faites de manière équitable. Moi, je ne pense pas qu'un certain nombre de cadres de haut niveau qui ont des hauts revenus, eh bien, ce soit un problème s'ils peuvent contribuer un petit peu davantage pour leur hôpital, pour l'école de leurs enfants. Après, il faut que ce soit raisonnable. Et moi, ce qui me choque, c'est que ce sont les 5% les plus riches qui gagnent le plus dans cette politique fiscale. Donc vraiment, on concentre le fait que les aides, elles vont à ceux qui n'en ont pas besoin. Il y a aussi, le gouvernement dit qu'il a fait des choses en faveur des plus modestes, notamment sur l'allocation adulte handicapé, sur le minimum vieillesse. Vous dites que sa politique ne profite qu'aux riches, qu'il ne fait rien pour les plus modestes? Mais écoutez, quand on regarde la politique qui est mise en place sur l'assurance chômage, qui est d'une violence inouïe, qui va baisser les allocations chômage de nombreuses personnes en grande difficulté, on ne peut pas dire que ce soit équilibré. Alors peut-être sur le reste, ici, sur la suppression de la taxe d'habitation, sur le minimum vieillesse, ici, sur l'allocation adulte handicapé. Mais l'intérêt de l'étude de l'OFCE, c'est justement de faire la somme globale. Parce qu'on peut toujours nous donner d'un côté, et si on nous reprend de l'autre, je dirais que le compte n'y est pas. Donc l'intérêt de cette étude de l'OFCE, c'est d'avoir tout compilé. Et donc, ce qu'on observe, c'est que cette politique, elle se fait au détriment des plus pauvres. Et encore une fois, je crois qu'un certain nombre de personnes qui gagnent bien leur vie ne seraient pas choquées peut-être de contribuer un tout petit peu plus et qu'il y ait véritablement un engagement massif, notamment en termes d'investissement, pour assurer la transition écologique. Alors évidemment, il ne s'agit pas là, je ne prône pas une augmentation massive, mais le fait que les choses soient mieux équilibrées, je pense qu'y compris les classes moyennes supérieures n'y seraient pas hostiles s'il s'agissait de parler solidarité et de parler transition énergétique. Allez, on va parler de la réforme des retraites. On disait 120 000 manifestants hier dans les rues de France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 15 000 à Paris, c'est un petit peu plus que lors de la dernière manifestation, mais beaucoup moins que lors des premières. Est-ce que la mobilisation dans la rue, en tout cas, vous pensez qu'elle s'essouffle ? Écoutez, il s'agit là d'une période, je dirais, de transition où, après une mobilisation massive, une grève massive dans les transports, notamment franciliens, mais pas que, des mobilisations massives, on voit bien que le mouvement a besoin de s'inscrire dans la durée. L'ensemble des personnes qui sont mobilisées et qui ont déjà fait des jours de grève ne peuvent pas non plus se permettre, vis-à-vis de leur travail, on a tous envie de faire correctement notre travail, vis-à-vis aussi du salaire qu'ils touchent, ne peuvent pas se permettre d'être un jour de grève par semaine. Donc, si vous voulez, quelque chose qui semble s'organiser un peu aussi spontanément et avec l'aide de l'intersyndicale, de maintenir la pression, parce que maintenant que le débat a commencé à l'Assemblée nationale, eh bien, il s'agit de maintenir cette pression et de montrer que les gens sont toujours mobilisés avec l'aide évidemment de l'opinion publique des Français, puisque l'opinion publique des Français, eh bien, c'est quand même que cette réforme ne passe pas. Et pour vous, cette forme de mobilisation, c'est la bonne? Quand l'UNSA RATP appelle un lundi noir dans le métro et dans le RER francilien le 17 février prochain, vous soutenez cet appel? C'est une bonne forme de mobilisation pour vous? Écoutez, ce n'est pas à moi, qui suis une représentante politique, de dire quelles sont les bonnes formes d'action. C'est aux salariés sur le terrain, avec leurs organisations syndicales, d'en décider. Ce qu'on observe, c'est quand même aussi une multitude de petits mouvements, de retraite au flambeau, de moments symboliques, sporadiques, qui sont partout là dans le pays. Et donc, il faut que le gouvernement entende, qu'on puisse revenir à la raison. On a le temps pour cette réforme systémique, qu'on arrête cet examen à la hussarde, à l'Assemblée nationale, pour que les Français puissent vraiment mesurer les conséquences de cette réforme qui sont, à mon sens, désastreuses au niveau social. Allez, on va parler de cet examen au Parlement et des conséquences du fond de cette réforme, puisque 9e journée de mobilisation interprofessionnelle hier, mais dans le même temps à l'Assemblée nationale, le texte est examiné en commission. On en parle avec Quentin Calmet.
Voilà, Quentin qui arrive. Je suis là. On y va. Bonjour Oriane. Bonjour Ça va Quentin? Alors Quentin, on le disait, 9e journée de mobilisation interprofessionnelle hier. Et dans le même temps, les députés continuent l'examen du texte en commission, examen qui a débuté lundi. Voilà, c'était un peu deux salles, deux ambiances. Vous allez le voir, il y avait d'un côté effectivement ces manifestations partout en France. Vous avez rappelé ces chiffres, on va les redonner. 15 000 manifestants selon la police, 130 000 selon la CGT à Paris. Vous les voyez, c'est sur l'image à gauche. Et de leur côté, eh bien, les députés qui continuent l'examen de cette énorme pile d'amendements. Il y en a encore 18 000 à examiner sur les 22 000 déposés sur ce texte. Il y a donc deux fronts qui s'ouvrent sur cette réforme. D'un côté, le Parlement, de l'autre, la rue. Est-ce l'heure d'un passage de relais? Écoutez Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, hier dans le cortège parisien. Il faut que le gouvernement revienne à la raison, il faut que les parlementaires, maintenant c'est à eux de faire entendre raison au gouvernement et nous on va accompagner le débat en faisant en sorte de maintenir l'expression d'une mobilisation, d'une conviction, d'une détermination face à ce qui n'est plus ni de la détermination ni de la flexibilité, c'est de l'obstination. Il faut que le gouvernement cesse d'être obstiné. Et donc, pendant ce temps-là, et jusqu'à 2h30 du matin, les députés examinaient la longue liste des amendements au projet de réforme. Et il a notamment été question hier des ordonnances, puisque dans ce texte, vous le savez sans doute, mais nos téléspectateurs ne le savent pas, il y en a 29 des ordonnances. Les ordonnances qui donc permettent au gouvernement de légiférer sans examen préalable du Parlement. Et pour certains députés de l'opposition, ces ordonnances, c'est une atteinte au bon fonctionnement de la démocratie. Il reste beaucoup de travail à cette commission spéciale pour parvenir au bout de tous ces amendements examinés. Certains parlent d'une guérilla parlementaire et notamment, elle est dénoncée par la porte-parole du gouvernement. C'était hier, ici même sur ce plateau, à votre micro, Oriane Mancini, on l'écoute. Est-ce que c'est éclairant pour le débat citoyen que vous ayez une succession de gens qui vont défendre des amendements qui sont différents à une virgule près ? Mais c'est un dévoiement de la démocratie. Je le regrette très profondément. Donc aujourd'hui, on se place dans la perspective, dans l'espoir que tout le monde revienne à la raison. Voilà, un dévoiement de la démocratie, vous allez peut-être pouvoir répondre, puisque vous êtes effectivement parlementaire, vous allez pouvoir vous aussi vous emparer du texte quand il viendra au Sénat, mais on va suivre donc l'évolution de ce front, de ces deux fronts parallèles, le front syndical et le front au Parlement. La prochaine journée de mobilisation, c'est le 20 février, 3 jours après le début de l'examen du projet de loi, ce sera en séance publique cette fois-ci. De l'autre côté, on voit les passes d'armes entre députés qui se multiplient. Avec cette question, arriveront-ils au bout de cette pile d'amendements d'ici l'examen en séance publique? Et donc cette question pour vous, Sophie Taillé-Polian, comment l'opposition dans la rue et au Parlement, elles peuvent se compléter? Écoutez, chacun fait son travail. Les parlementaires sont là pour décortiquer un projet de loi, pour bien en mesurer toutes les conséquences, pour déterminer leur vote et par là même aussi pour que les Français puissent prendre connaissance dans le détail, par le menu, de l'ensemble des conséquences de ce projet de loi. Moi, quand j'entends que ça, c'est un dévoiement de la démocratie, je dis ce qui est un dévoiement de la démocratie. C'est avant tout cette procédure accélérée pour un sujet majeur dont on nous dit qu'il n'y a pas urgence puisqu'elle va se mettre en place pour les gens nés après 1975. Donc on peut bien prendre le temps. Le dévoiement de la démocratie, c'est de demander à des parlementaires de décortiquer des milliers de pages en quelques jours. C'est ça le dévoiement de la démocratie. Alors évidemment, quand en retour, on a une bataille parlementaire qui s'annonce rude, et moi je soutiens mes collègues députés, et je leur rends hommage pour leur acharnement, parce qu'ils sont effectivement face à quelque chose qui est anormal. Le dévoiement de la démocratie, c'est le gouvernement qui l'organise par des pratiques finalement extrêmement anti-parlementaires. Si on respectait le travail parlementaire, mais bien sûr, si on respectait le travail parlementaire, on prendrait le temps. Vous dites que vous soutenez vos collègues députés, mais lesquels? Il y a deux stratégies à gauche chez vos collègues députés. Il y a ceux de la France Insoumise qui jouent l'obstruction parlementaire avec 19 000 amendements et ceux du Parti Socialiste, ceux du Parti Communiste qui jouent plus le débat de fond. Qu'est-ce que vous soutenez comme stratégie parmi ces deux camps? Moi, tout à fait personnellement, je suis plus dans l'idée vraiment d'aller sur le débat de fond pour faire en sorte qu'on puisse bien voir les différentes conséquences. Cela dit, quand on a une question posée, précise, et qu'on n'a pas de réponse, soit des ministres, des rapporteurs,
eh bien, reposer la question plusieurs fois, parfois ça permet au fur et à mesure d'avoir des éléments supplémentaires, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées. C'est pas ça la stratégie de la France Insoumise, c'est de faire de l'obstruction. Et est-ce que du coup ça n'empêche pas le débat de fond que pourraient avoir d'autres députés des autres oppositions? Les parlementaires ont été élus, ils ont cette légitimité et ils ont tout à fait la possibilité de faire ainsi qu'ils le souhaitent. Moi, je suis plutôt sur l'option de dire qu'il faut poser les amendements et poser chacune des questions. Mais cela dit, je comprends leur attitude parce qu'il y a l'attitude de la France Insoumise, parce qu'il y a un tel mépris des parlementaires par ce gouvernement, depuis les ordonnances travail jusqu'à maintenant, ce projet de loi retraite, et encore, on est passé par de multiples fois où on s'est senti vraiment, où on nous donne le moins d'informations possible, le moins de temps possible. C'est tout le temps une situation d'extrême urgence qui nous pousse je dirais, à être dans la caricature. Donc, ma foi, le gouvernement aussi sème récolte ce qu'il a semé. Personnellement, je soutiens davantage, et je serai davantage dans le débat parlementaire au Sénat, sur l'option de poser chacune des questions sans pour autant forcément tomber dans l'obstruction. Mais les choses aussi doivent être comprises parce que c'est une réaction à cette violence très forte du gouvernement dans la manière dont il pose les choses. Mais est-ce que quelque part, faire cette obstruction parlementaire, ça ne fait pas le jeu du gouvernement? Comment faire entendre les arguments sur le fond? Et surtout, est-ce qu'au final, le 17 février, ce n'est pas le texte du gouvernement qui va arriver en séance et donc sans aucun amendement de l'opposition? Mais de toute manière, Madame Orsini, c'est le texte du gouvernement qui va finir, puisqu'on a des députés La République En Marche aux ordres. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on observe quand on regarde les débats parlementaires, quand on regarde les débats parlementaires, à chaque fois que nous faisons des propositions, notamment au Sénat, y compris quand nous les votons sur tous les bancs, eh bien, elles sont systématiquement détricotées par l'Assemblée nationale. Donc, la stratégie de l'obstruction, c'est aussi de permettre au mouvement social de se poursuivre, de laisser le temps aux gens qui ne sont pas encore entrés en grève, mais qui sentent bien que les choses vont être difficiles pour elles ou pour ceux qui suivront dans leur profession, d'agir. Donc, moi, pour vous, l'obstruction dans la rue, elle sera plus efficace que l'obstruction parlementaire, du coup? Mais moi, je ne souhaite pas l'obstruction dans la rue, je souhaite que le gouvernement entende enfin et qu'il arrête le désordre qu'il a lui-même semé. Parce qu'il a été élu pour faire une réforme de retraite à point, mais en fait, il fait une réforme de baisse systémique des retraites des futurs retraités. C'est ça son projet. Son projet, c'est une baisse massive des retraites ou alors un allongement massif de la durée du travail. Donc, c'est pas sur ça qu'il a été élu. Allez, on va passer à un autre sujet, on va parler des municipales. Comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Nancy, retrouver nos partenaires de l'Est républicain. Bonjour Pierre Roder. Vous êtes le directeur départemental de l'Est républicain. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et à la une de votre journal, un sondage exclusif sur les municipales à Nancy. Et le match qui s'annonce très serré. Oui, effectivement, on s'attendait à un coude à coude, à un face-à-face. Il est même confirmé de façon tout à fait spectaculaire, puisque les deux candidats, c'est-à-dire Laurent Hénard, le centriste maire sortant, Mathieu Klein, président du conseil départemental, homme de gauche recentré, écrasent vraiment le débat et sont tous les deux à égalité parfaite à 34%, reléguant très loin derrière eux les autres candidats. Alors ça c'est pour le match des deux premiers. Qu'en est-il des autres candidats dans ce sondage, Pierre ? Eh bien, cette fois, ils écrasent le débat, effectivement, mais ils ne sont pas seuls au monde. Parce que pour le coup, la liste écologiste a le pouvoir, avec 12% des intentions de vote, de se maintenir, si elle le souhaite, au second tour. Donc, les écologistes ont cette fois vraiment le pouvoir de faire basculer d'un côté ou de l'autre l'élection. Et on imagine qu'ils vont être très courtisés. Ils vont être très courtisés. Est-ce que vous savez déjà vers qui ils vont se tourner? Est-ce qu'ils pourraient se désister en faveur de Mathieu Klein ou est-ce qu'ils ont dit on se maintiendra quoi qu'il arrive au second tour? En tout cas, ils martèlent qu'ils vont se maintenir. Ça, c'est sûr. C'est sûr que pour Mathieu Klein, c'était une déconvenue de ne pas les avoir directement sur sa liste comme c'était le cas en 2014. Parce que Mathieu Klein a été candidat face à Laurent Hénard en 2014. Il a été battu de peu, mais il a été battu. Et donc voilà, la liste répondant aux consignes nationales s'est maintenue. Bon, c'est vrai que la culture historique des écologistes est plutôt à gauche, mais il se trouve que Laurent Vatrin, lui, vient du Modem. Donc c'est une tête de liste un peu atypique. Et en tout cas, a fait son irruption. Oui.
En tout cas, on se dirige donc vers un face-à-face, un coude à coude très serré entre Mathieu Klein et Laurent Hénart. Laurent Hénart qui est le maire sortant. Qu'est-ce qui explique que le match soit aussi serré entre les deux premiers candidats? Parce qu'ils occupent l'espace. Ils occupent l'espace depuis plusieurs années. C'est leur 4e confrontation. 2 législatives, dont une partielle. Les municipales en 2014. À chaque fois, Laurent Hénart a battu Mathieu Klein. Mais Mathieu Klein souffrait d'un déficit de notoriété, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, puisqu'il préside un exécutif donc depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc voilà, il a gagné, on va dire, en épaisseur, en notoriété. Et puis donc les 2 hommes qui sont de la même génération, à la fois différents mais assez semblables finalement. Voilà, ça c'est pour le sondage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Pierre, des préoccupations des Nancéens pour ces municipales? Alors, l'environnement, vraiment l'environnement, et au-delà même des préoccupations nationales, les Nancéens se préoccupent d'environnement plus encore que les Français. C'est les transports, bien évidemment, c'est l'environnement, voilà, il y a des gros chantiers de transport, c'est les méthodes de locomotion, les moyens de locomotion vélo qui doivent être développés. Par contre, la sécurité, finalement, est reléguée. Elle n'apparaît qu'en 4e position des préoccupations des Nancéens. Vraiment, c'est l'environnement, plus encore que le développement économique et plus encore que la sécurité, qui domine. Bien, merci beaucoup Pierre pour ce point complet sur la campagne à Nancy. On va revoir votre une, la une de l'Est républicain, et donc ce sondage exclusif sur les municipales à Nancy. Mathieu Klein, Laurent Hénart au coude à coude, 34% chacun au premier tour selon votre sondage. À lire ce matin dans l'Est républicain. Merci beaucoup Pierre. On va maintenant regarder la revue de presse du côté de votre département, Sophie Talley-Polian, avec Quentin Calmet. Allez, rebonjour Quentin, on commence avec actu.fr et les blocages de certains lycées du Val-de-Marne. Voilà, Vitry-sur-Seine, au Kremlin-Bicêtre, à Saint-Maur-des-Fossés ou encore à Créteil, il y a effectivement tous ces blocages de lycées, car depuis plusieurs semaines, vous le savez, les parents d'élèves, les jeunes ou encore les professeurs, ils dénoncent la réforme du bac et les E3C, vous savez, ces épreuves du contrôle continu. Plusieurs élus ont donc écrit, vous le voyez, au recteur de l'Académie de Créteil pour demander de l'indulgence envers à la fois les élèves qui ont pu bloquer leur établissement ainsi que ceux qui ont pu passer leurs examens ou leur examen dans de mauvaises conditions. On a donc vu des élus du département, notamment le président de votre département, écrire au rectorat. Vous vous êtes pas joint à cette initiative ? Oh, mais j'aurais tout à fait pu, puisque j'étais en soutien aux élèves du Kremlin-Bicêtre. Ça devait être vendredi matin, enfin je ne sais plus quel matin, mais il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Non, hier matin, c'était au collège, et c'était en début de semaine, lundi, devant le lycée Darius Milhaud. Allez, on va continuer, Quentin, avec le site d'information indépendant 94citoyen.com. Voilà, vous parliez des collèges. Voilà, effectivement, les collèges, il y en a un qui est également bloqué à Villejuif, la ville dont vous êtes conseillère municipale. Il y a une mobilisation au collège Pasteur contre la suppression de certaines heures de cours en demi-groupe. Alors, c'est une mobilisation qui dure depuis plusieurs mois dans ce collège. Derrière, il y a la question des sureffectifs dans cet établissement où 10% des élèves sont en décrochage scolaire, nous dit l'article. Vous le connaissez, cet établissement, là aussi vous êtes mobilisé ? Oui, tout à fait. Ce qui me préoccupe, ce qui préoccupe les enseignants, les parents d'élèves et les collégiens eux-mêmes, c'est effectivement la baisse de ces dotations qui permettent du travail en demi-groupe, qui permettent des options. Vous êtes dans des quartiers là où il y a une grande mixité sociale, mais où si les moyens de l'éducation nationale baissent, eh bien, il y a de fortes chances que les classes moyennes fassent le choix du privé. Et on se retrouve dans une situation alors qui n'est souhaitable pour personne, avec des enfants des classes moyennes qui prennent le métro tôt le matin et qui vont dans le privé, avec des parents qui se croient obligés, pour le bien-être de leurs enfants, de mettre leurs enfants dans le privé, ce qui a un coût, et puis des élèves moins favorisés financièrement, qui ne peuvent pas et qui restent. Donc, et puis c'est un quartier qui se délite, et puis voilà, enfin, je veux dire, c'est vraiment le cercle vicieux. Alors que quand on a un collège qui peut avoir des moyens, eh bien, tout le monde peut travailler ensemble, et on a le sentiment que c'est dans cette vision-là que les choses doivent se faire, et c'est pour ça qu'il faut absolument que ces heures soient maintenues, pour que les élèves en décrochage puissent être aidés, pour que certains parents
ne fassent pas le choix de retirer leurs enfants et que les choses avancent dans une mixité qui puisse se poursuivre dans un quartier qui l'est véritablement. Mixte. Allez, on va parler des municipales, avec une info dans le Parisien qui nous apprend bien qu'il y a un look pour faire campagne dans le Val-de-Marne. Voilà, on va terminer avec une information un peu plus légère, effectivement, de cet article qui nous a fait sourire, avec un angle journalistique, vous savez, avec un angle, vous savez, avec une approche un petit peu particulière. Les candidats et leurs équipes de campagne battent le pavé, nous dit le Parisien, mais plus n'importe comment, il y a une tenue, un code couleur et des gadgets symboliques, dit l'article. À chaque équipe, son code couleur. Un Saint-Maur-des-Fossés, le maire LR Sylvain Berrios a impulsé le bleu ciel. À Villiers, le candidat PS, il a opté, lui, pour le blanc. Et donc, ce sont des écharpes comme ça que les militants peuvent mettre pour se faire reconnaître. D'autres équipes de badges, comme Barack Obama, nous dit l'article. Un moyen, donc, pour tous ces candidats d'être visibles dans une campagne qui commence à s'accélérer. On le voit de plus en plus dans la presse quotidienne régionale. Partout en France, à 5 semaines du premier tour des élections municipales. Vous avez un look pour faire campagne, Sophie Taillé-Polian? Alors, il n'y a pas forcément un look, mais il y a effectivement des autocollants, voilà, et oui, des couleurs pour notre campagne qui sont le blanc pour retrouver un peu de sérénité à Villejuif, le vert parce qu'il y a vraiment besoin que la ville se mette au diapason de la résilience et de la transition énergétique, et bien sûr les couleurs de la gauche, les couleurs de la solidarité, le rouge. Allez, on va dire un mot sur la campagne de Génération, de votre mouvement. Génération qui est présent dans différentes villes de France. Combien vous avez de candidats? Dans combien de villes Génération est présent pour ces municipales? Oh là là, on a des centaines et des centaines de candidats à travers toute la France, dans des grandes villes, dans des plus petites villes. Nous avons des candidats tête de liste qui, le plus souvent, sont à la tête de liste qui incarnent véritablement un grand rassemblement à gauche, quasiment complet. Je pense à Roxane Lundy à Beauvais. Je pense à Ali Rabet à Trappes ou à Ella Kribi à Massy, mais il y en a beaucoup d'autres. Génération est pleinement mobilisée dans ces municipales pour faire en sorte justement que la fusion du social et de l'écologie puisse arriver dans notre pays parce que c'est elle qui est porteuse d'espoir. Quand on pense à votre mouvement, on pense à Benoît Hamon. Évidemment, est-ce qu'il est dans une période de réserve depuis la présidentielle? Est-ce qu'il va sortir de cette réserve pour faire campagne pour ces municipales et soutenir vos candidats? Écoutez, il n'est pas à l'ordre du jour que Benoît Hamon sorte de sa réserve, mais bien entendu, il adresse quelques clins d'œil et accompagnement à certains et nombreux de nos candidats et il est à leur côté, au moins en pensée, s'il ne se déplace pas. Et souvent, il manifeste aussi son soutien par un petit mot, voilà. Les électeurs savent qu'il est... Mais pas de campagne, non, pas de non, il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans une grande phase aussi de réflexion, de lecture et de travail parce que, eh bien, comme tout un chacun, il faut être en prise avec le réel, tout simplement. Un dernier mot sur un autre sujet, mais qui vous concerne, vous, élu du Val-de-Marne, c'est ce référendum sur ADP. Un débat avait lieu hier au Sénat là-dessus, sur ce référendum pour la privatisation, pour s'opposer à la privatisation d'Aéroports de Paris. 1 million de signatures. Il faut en atteindre 4,7 d'ici le 12 mars. Ça semble compliqué. Est-ce que finalement, cette pétition, ça va être un coup d'épée dans l'eau ? Non, ça n'aura pas été un coup d'épée dans l'eau. Parce que, d'une part, ça a permis de mettre à l'épreuve ce dispositif constitutionnel adopté en 2008 du référendum d'initiative partagée. Et on voit bien que, malgré... dans l'opinion, une très forte opposition à la privatisation d'Aéroports de Paris. Rien n'est fait pour que ce dispositif puisse vraiment prendre toute sa place. 4,7 millions de signatures, c'est énorme. Un site internet difficile. Aucune campagne de communication officielle, alors qu'il s'agissait là quand même d'un dispositif constitutionnel. Et moi, je trouve cela absolument incroyable et un déni de démocratie que les médias publics n'aient pas pris toute leur part à l'information du fait que cette campagne existait, qu'il était possible pour les citoyens de dire « hop, on reprend la main et on veut s'exprimer sur cette question ». Ça, c'est vraiment un déni, je dirais, de démocratie que je regrette parce qu'il y a d'autres campagnes du gouvernement où là, à grands frais, on a entendu beaucoup de spots publicitaires. Allez, merci beaucoup. Merci Sophie Taillé-Polian d'avoir été avec nous ce matin dans 2 minutes. L'invité politique, c'est Jean-François Copé, le maire de Meaux. Il est avec nous. Avant de l'entendre, on va, comme plusieurs fois par semaine, vous proposer des modules pédagogiques pour comprendre ces élections municipales. Ils sont réalisés en partenariat avec France 3 Noah. C'est la chaîne de la Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va parler de la parité. Alors moi perso, je suis un très grand féministe et j'ai jamais compris pourquoi les femmes étaient sous-représentées aux élections municipales.
Bah oui, après tout, elles s'occupent très bien des maisons, pourquoi pas des villages, hein? Comme vous le savez sûrement, dans notre beau pays, les femmes n'ont eu le droit de voter et de se présenter aux élections qu'à partir des municipales de 1945. Avant cette date, on ne pouvait voter pour une femme que lors du concours de Miss France. Pas très glorifiant, n'est-ce pas? 75 ans après l'entrée des femmes dans la sphère politique, on constate malheureusement qu'elles sont encore très peu représentées. Et oui, en 2019, seulement 17% des maires sont des femmes. Il existe pourtant des réglementations pour favoriser la parité, notamment pour les élections municipales. Par exemple, dans les communes de plus de 1000 habitants, les listes pour les candidats à l'élection municipale doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Et ce, à une unité près, c'est-à-dire un homme, une femme, ou bien une femme, un homme, une femme, un homme. Si je continue comme ça, j'ai bientôt les paroles de la prochaine chanson d'Indochine. Bref, vous avez compris l'idée, hein. Les places privilégiées se trouvant souvent en début de liste, on évite ainsi de voir les femmes reléguées tout à la fin et de finir conseillères à l'entretien de la commune, ou à la cantine de l'école. Pour les élections des adjoints au maire qui sont élus en interne par le conseil municipal, la loi oblige la parité de nombre. Mais pas d'alternance cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on peut avoir 4 hommes en début de liste et 4 femmes ensuite. Bon, de vous à moi, hein, c'est un peu ce qu'on appelle faire de la parité dans la demi-mesure. Enfin, pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est-à-dire seulement les 2/3 des communes françaises, hein, pas de réglementation stricte concernant la parité. Que chi. C'est pour cette raison qu'en mars 2019, la délégation aux droits des femmes a déposé auprès de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à appliquer aux communes de moins de 1000 habitants le même mode de scrutin paritaire que connaissent les villes de plus de 1000 habitants. Elles en ont eu marre que les hommes réduisent la Marianne à une statue de marbre. Et ça se comprend. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao! Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire de Meaux. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Bonjour, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer en parlant de cette réforme des retraites. Jean-François Copé, 9e journée de mobilisation hier. Des dizaines de milliers de personnes dans la rue dans plusieurs villes de France. Pendant ce temps, la commission spéciale au Parlement qui continue à examiner le texte, qui a du mal à avancer vu le nombre d'amendements. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourra aller au bout de sa réforme comme il le souhaite? Ça, je crois qu'il ira au bout de sa réforme parce que c'est un marqueur et qu'il n'est pas question pour un gouvernement de reculer, ou alors ce serait vraiment l'effondrement du quinquennat. En revanche, il doit aller au bout. Pour vous, il doit aller au bout. De son point de vue, il doit y aller. Et du mien, moi j'ai plein de regrets parce que j'ai participé en tant que membre du gouvernement à une réforme sérieuse quand même en 2003. Je suis très frappé de voir le contraste en termes de méthode, c'est-à-dire que là où il faut gérer le temps de manière extrêmement compacte, pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, qui sera sans doute un cas d'école pour les étudiants de sciences politiques plus tard, tout a été fait à l'envers. C'est-à-dire qu'en vérité, on a laissé tous les mouvements d'opposition s'organiser durant l'automne, pendant 4 mois, pour devoir débarquer le texte au mois de janvier, à quelques encablures des élections municipales. Entre-temps, toutes les inquiétudes sont parvenues. Beaucoup n'ont pas été aux oreilles du gouvernement, beaucoup n'ont pas été apaisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que sur le fond, tout le monde sait que cette réforme doit être faite. Donc c'est vrai que c'est un cas d'école du point de vue de la méthode de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je pense qu'il fallait aller beaucoup plus vite. Il fallait que le président de la République, lorsqu'il l'annonce le 27 ou 28 août à la sortie du G7, présente un texte au Conseil des ministres dès le 20 septembre et que ce soit l'automne et exclusivement l'automne qui soit consacré à la concertation, au débat parlementaire, et qu'ainsi, pour la fin de l'année, ce soit terminé. Le deuxième élément qui, là, pour le coup, m'inquiète beaucoup, c'est qu'au fil des semaines, nous nous rendons compte que cette réforme, il n'y a pas un seul élément d'information sur comment elle sera financée. Et là, ça, pour le coup, ça devient grave, parce que ça signifie que nous allons dans l'inconnu. Ce que vous dites, c'est que Emmanuel Macron n'est pas allé assez vite, et en même temps, c'est ce que tout le monde lui reproche. D'être allé trop vite. Oui, d'accord, mais vous savez, moi je suis un peu en retrait du débat public, du débat politique national depuis 2017. Vous êtes sur ce plateau. Oui, mais je m'exprime assez peu, donc du coup je m'autorise une certaine liberté de parole, et donc je pense qu'en réalité, pour avoir cette expérience gouvernementale,
Non, il est allé beaucoup trop lentement, en fait, parce qu'il est normal. Si la CGT ne dit pas que le mouvement est précipité, alors là, pour le coup, elle ne dit rien. Donc, elle est obligée de le justifier. La vérité, c'est que les paramètres sont connus. Nous savons qu'avec l'allongement de la durée de la vie, il faut augmenter la durée de vie active. Personne s'en réjouit fondamentalement. Mais enfin, l'Europe... Pour vous, il n'y a pas d'autre solution que de repousser l'âge de départ à la retraite. L'Europe, en moyenne, est à 67 ans. Bon. Donc, si nous ne sommes pas capables d'assumer un message clair vis-à-vis des Français sur ce sujet, alors c'est que nous ne sommes pas le pays moderne que nous aspirons à être. Le problème, c'est que tout a été brouillé par les ambiguïtés de la retraite à points, dont on ne comprend toujours pas si les Français vont ou non en être les bénéficiaires ou les victimes, que d'autre part, il y a des psychodrames inutiles sur certains sujets, je pense en particulier aux avocats, et enfin que tout cela se fait, parmi d'autres, hein, et puis enfin tout cela se fait dans une ambiance de confusion. Parce que le chiffrage, le financement n'est pas là. Donc c'est dommage, parce que c'est toujours des réformes difficiles. Hein. Je ne connais aucun gouvernement qui n'ait eu à affronter ce type de débat social. Sur les avocats, par exemple, que vous citez précisément, ils en font trop ou pas? C'est-à-dire, le problème, c'est que c'est pas un régime spécial, c'est une caisse autonome. Et qu'à on a l'impression qu'il y a une forme de radicalisation dans le mouvement. Oui, bien sûr, il y a un durcissement du mouvement. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue du fond, vous ne pouvez pas traiter de la même manière un régime spécial comme celui qu'on peut connaître dans les transports, avec une caisse autonome qui vit sa vie et qui a plutôt bien géré les choses. Parce que sinon, ça veut dire que vous rentrez en réalité dans le fait du prince, comme on dit, c'est-à-dire la décision de l'État de prendre sans véritable contrepartie à une partie de la population à qui jusqu'à présent on a laissé gérer les deniers et le tout en parfaite transparence. Donc ça, c'est vrai que c'est très mal vécu par cette profession qui par ailleurs connaît d'autres difficultés. Un mot sur la méthode notamment des syndicats. 17 février, l'UNSA RATP qui appelle à un lundi noir dans le métro et dans le RER francilien qui vont donc impacter de nouveau les usagers d'Île-de-France. Vous qui êtes un élu d'Île-de-France, est-ce que vous dites finalement c'est devenu le seul moyen de se faire entendre ou est-ce que vous dites qu'il faut arrêter avec ce genre de mouvement? Non, mais honnêtement, c'est intenable. C'est intenable. Dieu sait si on peut avoir, et je vous l'ai dit, quelques critiques sérieuses sur cette réforme. Autant cette prise en otage des usagers en Île-de-France, c'est insupportable. Moi aussi, je suis maire de Meaux, donc d'une ville qui est dans le grand est de l'Île-de-France. Cela veut dire pour mes administrés, dans un certain nombre de ces journées qui ont été affreuses, des heures et des heures dans les transports en commun ou dans leurs véhicules, un épuisement généralisé, le tout pour un résultat qui en réalité est incompréhensible. Incompréhensible, tout le monde sait que ces régimes ne peuvent pas tenir en l'état. Ils sont générateurs d'inégalités. Et donc, en plus, il y a une prise en otage de l'Île-de-France, parce que tout le reste de la France n'est pas concerné. Donc, je trouve tout ça très dur, et ça n'est plus justifié au regard du coût que cela représente pour les usagers aujourd'hui. Durant toute cette période, qui est particulièrement longue, on a vu qu'il y avait essentiellement 2 lignes de métro qui continuaient à fonctionner sur l'ensemble du conflit. Ce sont les lignes automatisées. Ah oui. Est-ce qu'il faut généraliser l'automatisation des lignes? De toute façon, ça c'est un autre sujet. C'est pas par rapport aux grèves. Là, pour le coup, on voit que les lignes automatiques fonctionnent. C'est-à-dire le jour où les robots feront la grève, il faudra quand même me passer un coup de fil parce que ça m'intéressera de voir comment ils font. Oui. En revanche, plus sérieusement, c'est un autre sujet celui-là. Si on fait des métros automatisés ou des lignes automatisées, c'est pas pour empêcher la grève. On le fait parce que c'est la modernité, comme dans tous les métiers. C'est la victoire de l'intelligence artificielle, sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer, parce que j'avais écrit un livre il y a quelques mois sur le sujet avec Laurent Alexandre. Et en réalité, c'est le progrès du XXIe siècle. Et d'ailleurs, il y a un certain vertige de beaucoup de Français, et beaucoup de citoyens du monde d'ailleurs, sur leur avenir par rapport à l'évolution du numérique et des emplois. Et il faut là aussi le voir de manière positive, en trouvant des solutions, en traçant des perspectives. Je regrette que le gouvernement et le président de la République ne s'emparent pas plus de ce sujet qui fait partie des peurs inconscientes. Et dans un contexte comme celui-là où je vois bien que notre pays, mais ce n'est pas le seul, qui pourtant connaît une croissance économique significative, on voit des résultats économiques qui sont positifs, qui ne connaît plus, et c'est heureux, grâce à l'Union européenne, de guerre, se trouve aujourd'hui confronté à une violence quotidienne, aussi bien verbale que physique, qui est insupportable. Donc dans ce contexte-là, le progrès technique doit être vu de manière positive, et on doit donc trouver des solutions pour ceux qui vont
avoir à changer d'emploi. Oui, mais précisément sur cette question, est-ce que vous pensez que l'automatisation est une façon de remédier à cette paralysie qui systématiquement revient en Ile-de-France? Oui, mais enfin, on n'automatise pas les lignes pour empêcher les grèves. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ce serait un raccourci trop rapide et qui n'aurait pas de sens. Alors, il y a une autre solution que l'automatisation qui est proposée par Bruno Retailleau, qui a déposé une proposition de loi qui a été votée cette semaine par le Sénat sur le service minimum dans les transports. Service minimum réel aux heures de pointe, quitte à réquisitionner les grévistes. Est-ce que ça, pour vous, c'est la bonne solution? Je pense qu'on ne peut plus y échapper. C'est vrai pour les transports, c'est vrai aussi pour la collecte des ordures ménagères. Ce qui se passe à Paris est absolument inadmissible. Je ne comprends pas que la maire de Paris ne mette pas sur la table de manière urgentissime, par voie de réquisition, comme le droit public le permet, en lien naturellement avec le préfet de police, au regard des contraintes majeures d'hygiène et de salubrité publique, une solution qui permette de se sortir de ce cauchemar. Comment peut-on, en 2020, supporter des choses pareilles? C'est inacceptable, inacceptable. Donc encore une fois, bien sûr le droit de grève, bien sûr le droit de contestation, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, il doit y avoir des limites. Ces limites aujourd'hui sont dépassées. Mais est-ce que la droite n'est pas allée assez loin dans les limites dans sa loi sur le service minimum? Écoutez, elle aura quand même eu le mérite de faire quelque chose. Bon, la droite, pour des raisons sur lesquelles je propose qu'on ne revienne pas, n'est plus au pouvoir depuis un certain nombre d'années. Donc c'est un peu compliqué de lui mettre tout sur le dos. En revanche, on n'attendait rien de François Hollande dans ce domaine, ça c'est sûr. On peut considérer qu'il est grand temps de mettre ça sur la table. Philippe Bas a eu tout à fait raison de le faire. Mais il faut aller plus loin. Dernier mot sur ce sujet, c'est Valérie Pécresse qui souhaite ouvrir à la concurrence le Transilien dans 3 ans, le RER et le métro d'ici une dizaine d'années. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Totalement. D'abord parce que c'est l'évolution des choses. Ensuite, c'est parce que le droit désormais le permet. Et enfin, parce qu'il n'y a aucune raison, d'être dans une situation de monopole. Aucune. Donc je pense que ça va être pour l'usager comme pour le contribuable un plus évident dès lors que l'autorité concédante le fera avec un cahier des charges suffisamment strict pour que les questions de sécurité, puis les questions aussi régaliennes, les questions de sécurité publique et de souveraineté soient respectées. Globalement, vous partagez les orientations régionales de Valérie Pécresse? Absolument, je pense qu'il était grand temps de faire tout cela, et dans le domaine des transports, qui est le sujet le plus dur... Et au-delà. Au-delà, mais déjà sur le problème des transports, je crois que c'est enfin les bonnes orientations. Sur le reste, on a enfin une bonne présidente de région après des années où on regardait, si j'ose dire, les trains passer, parce que véritablement, beaucoup de rendez-vous ont été manqués avant qu'elle ne prenne la présidence de la région. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est le sujet du communautarisme. Proposition de loi déposée cette semaine par Philippe Bas, ici au Sénat, pour armer la Constitution face au communautarisme, réaffirmer la prééminence des lois de la République. Pour vous, il y a besoin de toucher à la Constitution. Il n'y a pas assez de choses dedans là-dessus? Bon, d'abord, c'est, comme vous le savez, un combat que je mène avec d'autres depuis de nombreuses années. J'avais porté en d'autres temps la loi d'interdiction de la burqa. J'avais, comme beaucoup d'autres maires, dénoncé l'instrumentalisation de la religion à des fins de violence dans des endroits où seule la République devrait être présente. Ça m'a fallu d'ailleurs quelques polémiques, mais enfin, il faut bien de temps en temps assumer ses responsabilités. On progresse ou on régresse sur ce sujet? Alors... comment vous dire? Je pense que, heureusement, ce qui était autrefois un tabou ne l'est plus. Moi, j'ai connu une période où je me faisais, comme d'autres, insulter dans des proportions anormales pour un sujet qui était une évidence pour tous ceux qui connaissent et voient ce qui se passe dans nos collectivités. Ensuite, pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce qu'il y a besoin de toucher à la Constitution ou est-ce qu'il faut appliquer la loi? Je trouve que l'idée de Philippe Bas est très bonne parce qu'elle permet de mettre au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de la norme suprême qu'est la Constitution, un rappel de choses qu'un certain nombre de gens ont oubliées. À savoir qu'on peut avoir toutes les pratiques que l'on souhaite dans le cadre de l'exercice de son culte, à la condition de respecter le culte du voisin et d'autre part de respecter les lois de la République. Et je pense qu'il est temps maintenant de passer ce cap sur lequel les mains tremblent encore, vous voyez. Et donc je pense qu'il faut le faire maintenant. Les mains de qui? D'Emmanuel Macron? Mais de tout le monde, il y a une espèce de bien-pensance. Personne ne met en cause telle ou telle religion. En revanche, il y a aujourd'hui un islamisme radical qui devient une menace pour tout le monde, aussi bien d'ailleurs nos concitoyens de confession musulmane que ceux qui sont d'autres confessions, dans des proportions anormales. On est beaucoup à le dénoncer, et malheureusement, c'est un tabou, parce qu'il y a beaucoup de langue de bois. Il est temps maintenant de prendre les choses en main. Alors, et il est temps qu'Emmanuel Macron s'exprime sur ce sujet pour vous? Pas seulement qu'il s'exprime, il s'exprime beaucoup. Moi, je pense qu'il est temps qu'il agisse. Voilà. Alors, c'est un sujet sur lequel, pour
pour des raisons qui tiennent à son histoire, qui n'est pas celle d'un élu, parce qu'il n'a jamais été élu localement, est quelque chose de nouveau, sur lequel je pense qu'il serait bien qu'il puisse entendre d'autres voix, parce qu'aujourd'hui, comme c'est un syndrome qu'on connaît parfois quand on est président de la République, il est de plus en plus seul. Vous dites qu'il ne connaît pas le sujet, pas suffisamment en tout cas. Et c'est normal, vous savez, quand vous ne l'avez pas vu vous-même, vous ne voyez pas de quoi vous parlez, c'est tellement aberrant que... Moi, je le dis parce que, en tant que maire de Meaux, j'ai vécu des situations pour lesquelles il m'a fallu trouver des réponses, et des réponses très fermes, à la fois respectueuses, mais très très fermes. Et vous savez, je pense que gouverner, que ce soit gouverner un pays ou gouverner une collectivité territoriale, c'est à la fois de l'autorité et en même temps du progrès. C'est les deux à la fois. Est-ce que les maires sont trop seuls face à ce phénomène de communautarisme ? Les maires sont totalement seuls. Totalement seuls. Et en réalité, ils sont seuls parce que bien souvent, il n'y a pas d'outils législatifs pour pouvoir leur donner des réponses. Mais il n'y a pas que les maires qui sont seuls. Les chefs d'établissement sont seuls. Les chefs d'entreprise sont seuls. Hein, et donc, face à cette situation, il faut des règles. Cette règle, seul l'État peut la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire une chose. C'est quoi le bon outil législatif ? Je pense que, par exemple, l'idée de Philippe Bas de modifier la Constitution permet ensuite de développer des réglementations. Mais je voudrais vous dire une chose. Ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on fait des circulaires ou des bouts de texte comme ça, en réalité, personne ne les applique. Personne. Regardez les polémiques qu'il y a sur les sorties d'école. Bon, parce qu'on a une circulaire. Quand on fait une loi, tout le monde l'applique. La loi sur la burqa, la loi qui a interdit la burqa, que j'ai portée à l'époque avec la majorité UMP à l'époque, hein, et je sais s'il y avait des réticences, parce que même Nicolas Sarkozy et François Fillon étaient hésitants. Ça a été l'objet d'ailleurs d'un de nos débats à la primaire. Nous avons tenu bon parce que nous, on était sur le terrain. Cette loi, c'était la grande époque où quand on était maire, on avait le droit d'être député, donc on n'était pas hors sol à l'Assemblée, au passage. Donc cette loi, dès lors qu'elle a été adoptée, elle a été respectée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps une burqa qu'on voit à Paris dans les grands magasins de femmes qui viennent de l'étranger en touristes, etc. Mais sur le territoire national, la burqa, c'est-à-dire le masque intégral, hein, pas le voile, le masque intégral, eh bien, il n'est pas porté parce qu'il y a des amendes, il y a des sanctions. Et ça change tout. Donc il faut des lois. Un mot sur cette lettre ouverte de Christian Jacob, le patron des Républicains, qui appelle à une prise de conscience sur la laïcité, qui dit que c'est une valeur constamment foulée aux pieds dans notre pays. Il appelle à restaurer l'autorité de l'État, à refonder l'esprit de la laïcité. Il avait demandé une nouvelle commission sur la laïcité, inspirée de la commission Stasi en 2003. Est-ce que pour vous, ça c'est une bonne solution ? Alors oui, d'ailleurs on en a parlé ensemble. Moi je lui ai dit que j'étais complètement en phase avec cette démarche. C'est d'autant plus important que nous avons des chaînons manquants dans notre politique de laïcité. D'abord parce que le culte musulman, contrairement aux autres cultes comme il s'est développé après 1905 en France, après la fameuse loi de 1905, n'est pas organisé. Donc c'est assez anarchique. Je pense que par exemple la formation des imams, ce qui touche au règlement intérieur dans les entreprises, ce qui concerne même les universités, mérite d'être mis sur la table, doit donner lieu effectivement à un débat, et puis ensuite à une loi. Alors est-ce que cette loi doit être un débat parlementaire ou une ordonnance ? Peu importe, moi là-dessus j'ai un avis personnel, mais je crois une loi ? Moi je pense qu'il faut gouverner par ordonnance, parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, compte tenu de l'urgence, on ne peut pas passer 18 ou 24 mois dans la polémique, dans les tensions, alors qu'il y a des domaines dans lesquels l'heure est à la décision. Il y a des sujets sur lesquels on peut prendre du temps, parce que, pour toute une série de raisons, on n'a pas débattu. Par exemple, les questions éducatives méritent un débat au Parlement. Ce sujet-là, on en a déjà beaucoup débattu, beaucoup, et depuis trop longtemps. Maintenant, il faut décider. Donc, une commission qui permet de poser des bases, qui travaille vite et bien, parce qu'on a déjà beaucoup écrit sur le sujet, et ensuite, une ordonnance pour une bonne fois pour toutes, passer au sujet suivant, si je puis dire. Dernier mot sur ce sujet, c'est sur l'affaire Mila, cette lycéenne qui a critiqué la religion musulmane, qui est menacée de mort. Damien Abad, qui est le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, dit « Je souhaite la liberté d'expression la plus totale, mais quand elle est détournée pour créer de la haine anti-religieuse, alors oui, il y a une barrière à mettre. » Est-ce que vous partagez son opinion ? Non, je pense que Damien, sur ce point, a été excessif, parce qu'en réalité, ça signifierait qu'on n'a pas le droit de critiquer une religion. Alors, je suis désolé, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de critiquer les religieux. Mais de critiquer une religion, le blasphème, certaines religions l'interdisent, c'est très bien, mais pas la laïcité. Pas la laïcité, je le rappelle. Donc, ou alors on change de régime. Ensuite, on peut toujours regretter les propos de violence, bien sûr, d'où qu'ils viennent. Je ne vais pas vous dire que c'est une formule qui m'a paru être tout à fait adaptée. Mais enfin, de là à ce que cela se traduise par une telle violence, que le gouvernement soit aussi confus sur ce sujet, je l'ai regretté. Voilà.
pas vous dire autre chose. Vous faites référence aux déclarations de Nicole Belloubet ? Oui, bien sûr. Allez, autre sujet, plus largement sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est toujours le président de droite qu'on attendait plus, comme vous l'avez dit sur ce plateau il y a 2 ans? Absolument, vous avez très bonne mémoire. Écoutez, il l'est toujours lorsqu'il fait des réformes que la droite aurait dû faire. Il l'est moins quand il est absent sur des thèmes pour lesquels le pays a besoin de décisions. Je pense que la réforme des retraites, c'est une réforme qu'il faut faire, que la droite a faite en son temps. Et là, il est dans son rôle, même si je vous ai dit tout à l'heure les réserves. Sur le régalien, ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire la sécurité, la justice, les questions d'immigration et de laïcité, aujourd'hui, c'est le maillon faible de l'action gouvernementale. Il va bien falloir que l'on aille plus loin. Certains de vos amis, comme Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, qui a été l'un de vos fidèles soutiens, y compris à la prise de pouvoir à l'UMP, se sont considérablement rapprochés d'Emmanuel Macron, quittant même votre famille historique. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? D'abord, il faut savoir qu'ils l'ont fait dans... Alors bon, Alain Juppé, c'est un peu différent parce qu'il est au Conseil constitutionnel, mais Jean-Pierre Raffarin l'a fait comme d'autres à un moment où notre famille politique était en train de dériver sacrément sur une machine à perdre quand même. Alors déjà qu'on en était les spécialistes depuis ces dernières années, mais ça s'est aggravé avec un score catastrophique aux européennes du fait d'un discours très rabougri sur la famille de la droite, sans doute la plus identitaire et la moins ouverte sur le monde d'aujourd'hui. Bon, là maintenant c'est un peu derrière nous, et en fait Christian Jacob, dès qu'il a été élu, comme on pouvait le souhaiter, avec François Baroin et d'autres, on l'avait dit, rouvert les portes et les fenêtres, et du coup donner envie aux uns et aux autres de revenir au moins dans le débat. Après, chacun fait ce qu'il souhaite. Moi-même, je ne prends aucune responsabilité d'aucune sorte. Mais il m'arrive effectivement d'échanger avec Christian Jacob et quelques-uns de mes collègues ou amis pour dire qu'il faut absolument reconstituer une famille politique de droite de gouvernement, parce que sinon, ça veut dire qu'on fait un remake, comme on dit, du match Le Pen-Macron pour la présidentielle de 2022. Et comme les scénarios écrits à l'avance ne marchent jamais, il faut arrêter de penser que l'option d'une élection de Madame Le Pen est impossible. Moi, je pense que c'est, hélas, possible. Parce que le niveau d'inquiétude, de contestation de beaucoup de nos compatriotes est élevé, qu'ils n'ont pas de réponse ni de partage d'explications. Et donc, si on ne fait pas attention, on va avoir une très, très mauvaise surprise. Vous pensez que les municipales sont une occasion pour les Républicains de se requinquer ? Ça, c'est sûr. D'abord parce qu'en 2014, j'étais à la tête de notre famille politique. Nous avons fait une vague bleue extraordinaire, puisqu'à l'époque, nous avions gagné 69% des villes de plus de 9000 habitants. Vous serez un nouveau candidat à Meaux, précisément. Absolument, je suis candidat à Meaux, et d'ailleurs, j'applique très largement tout ce que je vous dis là, parce qu'on parle de sécurité, on parle d'écologie, on parle d'emploi et de développement territorial, loin des polémiques nationales. Mais c'est absolument évident que sur ces sujets, beaucoup de personnalités de droite, écartés, il faut bien le dire, du débat national, du fait qu'ils ne peuvent pas porter leur voix à l'Assemblée, vont pouvoir redire tout cela et ainsi évoquer des sujets très concrets. Pour vous donner une illustration, je le fais moi-même à Meaux. Nous sommes en train de créer un pôle économique entre Meaux et Roissy, ou Roissy et Meaux, pour développer autour de l'aéroport de Roissy des perspectives formidables d'emploi qui éviteront à beaucoup de nos concitoyens de se taper les allers-retours de l'autre côté de la banlieue pour aller travailler. Il y aura de l'emploi sur place. Ce sera quand même beaucoup plus simple à vivre. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Copé. Maire de Meaux, candidat à votre réélection, on l'a bien compris. Pour respecter les règles d'équité, on va regarder la liste des candidats déclarés à ce jour à la mairie de Meaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Fabrice. Merci. Lundi, à votre place, l'invité politique Jean-François Copé, ce sera Laurent Saint-Martin, député de La République En Marche, le rapporteur général du budget à l'Assemblée. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires.
Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, nous parlerons dans notre page municipale. On ira voir comment se passe la campagne des municipales du côté de Paris où Anne Hidalgo a dévoilé hier son programme. Et puis on ira également du côté de Rennes voir comment se passe la campagne. On sera en direct avec Stéphane Beignet, le directeur de l'information de TV Rennes. Mais d'abord, comme tous les vendredis, on va commencer ce club par un bilan de nos reportages en région consacrés toute la semaine aux municipales. Et bonjour Marion Vigreux. Bonjour Ariane. Vous étiez toute la semaine avec Jérémy Heinzmann dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Vous étiez à Maubeuge, à Lens, à Lille. Et justement, on va revenir sur Lille ce matin où les candidats ne se font pas de cadeaux. On l'a vu dans votre reportage. Et ils sont particulièrement remontés contre Martine Aubry, dont ils espéraient finalement la fin de règne. Oui, Martine Aubry, au fil des années, est devenue en quelque sorte à Lille la reine-mère. C'est en 2001 que Pierre Mauroy lui confie les clés du Beffroi, mais en réalité, elle était aux responsabilités dès 1995 en étant première adjointe. Cela fait donc 25 ans qu'elle règne sur Lille. Elle avait annoncé qu'elle ne briguerait pas de 4e mandat. Et puis en novembre dernier, changement de cap, elle se lance. Et c'est justement ce que lui reproche l'opposition, qui espérait qu'elle passe la main. Pour eux, le pouvoir lillois est usé. Alors pourquoi n'a-t-elle pas passé la main? Plusieurs raisons à cela. La première, la situation du PS, très affaiblie au niveau national, qui ne peut pas se permettre de perdre une ville comme Lille. Et beaucoup estiment que Martine Aubry est la seule capable de maintenir à gauche ce bastion du PS. La seconde raison, c'est le fait qu'elle manque de successeur. Son ami et proche conseiller Pierre de Saint-Ignon est décédé en mars 2019. La conseillère municipale PS et ex-députée du Nord, Audrey Lincoln, qui est très connue des Lillois et qui avait toutes ses chances, a finalement décidé de ne pas se lancer. Et puis Patrick Caner, qui était intéressé, n'a pas convaincu Martine Aubry. Enfin, dernière explication que revendique également la maire de Lille. Elle ne porte pas dans son cœur le président Emmanuel Macron et sa politique. Et elle dit ne pas vouloir laisser Lille devenir ce qu'est la France aujourd'hui. Pour elle, l'élan, la dynamique doit désormais venir des métropoles qu'elle veut incarner. Et en attendant, bien dans cette 4e campagne, qui est peut-être la plus difficile pour elle, ses opposants ne la ménagent pas. Oui, à commencer par Marc-Philippe Daubresse, qui est sénateur du Nord et qui se présente pour les Républicains. Il est persuadé qu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Pour lui, il y a entourloupe. Je vous propose de l'écouter avec à suivre également la réponse de Martine Aubry. Madame Aubry a répété sur toutes les chaînes de télé il y a 6 ans qu'elle ne se représenterait pas. Et là, elle dit « je vais faire la totalité du mandat ». Et tout le monde sait qu'elle a dit, il n'y a pas si longtemps, qu'elle était fatiguée de cette politique et qu'elle voulait prendre le large et voir d'autres choses. Donc je vous dis qu'elle ne tiendra pas plus cette parole que l'autre et qu'elle ne fera pas la totalité du mandat. Bah écoutez, si je me présente, comme je le dis en général, les Lillois me croient. Je crois qu'ils ont confiance en moi. Je crois que c'est très important aujourd'hui en politique. Oui, bien sûr, si je me présente, c'est pour aller au bout de mon mandat. J'espère qu'il ne m'arrivera rien d'ici là. Voilà. Quant à Marc-Philippe Daubresse, il a fait 30 ans dans la ville d'à côté. Peut-être ne connaît-il pas suffisamment Lille pour savoir ma passion pour Lille et pour les Lillois. En tout cas, quand je prends un engagement, je le respecte. Voilà, ça. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, au moins. Et Martine Aubry, elle a encore du mal à digérer la trahison d'une de ses anciennes conseillères. Oui, en la personne de Violette Spilbou, qui a été pendant plus de 10 ans sa chef puis sa directrice de cabinet. Les deux femmes étaient très proches. On disait de Violette Spilbou qu'elle était le dauphin de Martine Aubry, le bébé Martine Aubry. En 2014, la maire de Lille lui avait proposé d'être sur sa liste au municipal, ce qu'elle avait finalement refusé pour finalement se présenter 6 ans plus tard, en 2020, pour ces municipales, mais sous l'étiquette La République En Marche et non plus le PS. Pour certains, Violette Spilbou mord la main qui la nourrit. Elle dit refuser la soumission. Et à la question, pourriez-vous au second tour rejoindre votre ancienne mentor, Martine Aubry? Je vous propose d'écouter sa réponse. Aujourd'hui, nous refusons le système actuel, nous refusons cette chape de plomb dont je vous parlais, cette façon de faire de la politique à l'ancienne qui met des pressions sur les associations, qui ne laisse pas la parole aux habitants, qui ne va plus sur le terrain écouter les habitants. Et nous souhaitons faire de la politique autrement et certainement pas avec l'équipe sortante.
Voilà, le divorce est consommé. En privé, Martine Aubry aurait lâché que cette campagne allait se faire à la sulfateuse. Mais elle reste pour l'instant favorite dans les sondages. Et pour ceux qui la connaissent bien, il paraît qu'elle n'est jamais aussi meilleure que dans l'adversité. Ouais, bien, merci Marion. Tous vos reportages, notamment celui à Lille, mais aussi celui à Lens et à Maubeuge, sont à retrouver sur notre site internet. Reportage réalisé avec Jérémy Heinzmann. Et puis la semaine prochaine, on continue notre tour de France des municipales. On sera notamment à Tours et au Mans. Dans quelques instants, nous allons accueillir nos journalistes pour débuter le débat du club. On va bien sûr continuer à parler des municipales. On va commencer par la campagne à Paris. Paris où Anne Hidalgo a dévoilé hier son programme. On va voir les grandes lignes et les premières réactions, notamment de ses adversaires, avec Fabien Recker. C'est un programme centré sur l'écologie. Anne Hidalgo défend son bilan en la matière, comme la piétonisation des voies sur berge. Elle veut aller plus loin. C'est toute la ville qui sera repensée pour donner toute leur place aux piétons. Nous réaménagerons sur ce principe des places emblématiques, des places parisiennes, Concorde, Étoile, Stalingrad, Colonel Fabien, d'Enfer Rochereau, Trocadéro, Châtelet, Félix Éboué et les Champs-Élysées. Outre le développement massif de la place du vélo au détriment de la voiture, la maire sortante fait quelques promesses emblématiques. La création de 4 nouveaux parcs, d'une nouvelle baignade publique dans la Seine ou encore l'interdiction des cars de tourisme en 2024. Deuxième axe fort, la propreté et la lutte contre les incivilités. Le montant des amendes pour jet de mégots par exemple pourrait sérieusement grimper. Enfin, Anne Hidalgo promet 20 milliards d'euros en 6 ans pour le logement, point noir de son bilan. Dans des temps durs, difficiles et incertains, il vaut mieux choisir la clarté et l'expérience. Voilà. Donc je pense que nous sommes... La clarté et l'expérience n'empêchent pas d'ailleurs d'avoir des idées nouvelles. Pour le candidat écologiste à Paris, Anne Hidalgo fait de la surenchère écolo. Tout le monde fait un peu d'écologie, tout le monde fait du greenwashing. Je souhaite qu'on arrête les projets de bétonisation qui sont prévus d'ailleurs par la majorité socialiste, la Tour Triangle, les projets dans le 12e ou dans le 18e arrondissement. Benjamin Griveaux a critiqué de son côté un programme irréaliste et déconnecté des Parisiens. Décrié, la maire socialiste fait pourtant bien la course en tête dans les sondages. Voilà, on va débuter ce club. Bonjour Jérôme Marin, Arnaud Benedetti, Sylvain Courage, merci d'être avec nous. Rebonjour Quentin. On va donc commencer par cette campagne municipale à Paris. On l'a vu, Anne Hidalgo a dévoilé son programme hier, axé sur l'écologie, sur l'environnement. Finalement, elle veut montrer que c'est elle la candidate de l'écologie ? Oui, c'est vrai que si on nous avait interrogé il y a 2 ans, peut-être que personne n'aurait parié $1 sur Anne Hidalgo. Indéniablement, aujourd'hui, elle a une situation politique qui lui est extrêmement favorable du fait des divisions de ses adversaires. Oui, sur l'écologie, elle a préempté le thème, elle a préempté l'enjeu depuis finalement qu'elle est maire. Et c'est une des raisons pour lesquelles finalement où elle fait partie de ces maires des grandes villes qui résistent le mieux dans les sondages, en tout cas pour l'instant, à la pression des écologistes. Et c'est sa force, si vous voulez. Sa force, c'est d'être cohérente dans son engagement, dans son discours. Quoi qu'on pense de sa politique, et il y aurait beaucoup à redire vraisemblablement sur les conséquences de sa politique pour la vie quotidienne d'un certain nombre de Parisiens, elle a fait preuve d'une obstination qui, aujourd'hui, est payante. Et finalement, le programme qu'elle a décliné hier est un programme qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'elle fait depuis maintenant 6 ans à la mairie de Paris. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y avait un peu de Greta Thunberg en elle. Et au départ, c'était pas forcément un discours qui était très audible et qui, effectivement, heurtait, voire hérissait une partie des usagers, les automobilistes notamment. Et puis, finalement, ce thème de la protection de l'environnement, le péril climatique, c'est devenu tellement une préoccupation, tellement une évidence, et bien que, du coup, Hidalgo devient aussi, elle, une évidence, alors qu'elle n'était pas du tout évidente. Donc, c'est vrai que c'est quand même une récompense qui est assez méritée, puisqu'elle a quand même eu une vision. Elle a anticipé l'avenir.
Ce qui, pour un politique, est quand même toujours plutôt une réussite. Donc, on peut lui donner crédit de ça. Après, sur le reste, son style de gouvernance, un peu rentre-dedans, et puis des inconvénients de sa politique, les problèmes financiers de la ville aussi, dont on ne parle pas beaucoup. Tout ça peut rejaillir. Mais dans cette campagne-là, elle est assez bien placée. Et comme en plus, ses adversaires sont divisés, joue un peu au concours Lépine, alors qu'elle elle a montré qu'elle avait une utopie raisonnable. Elle a mis en œuvre des idées qui s'inscrivent dans la ville. Elle n'a plus qu'à dérouler, à être dans la continuité. Les autres sont obligés de surenchérir, de promettre des choses un peu vraiment assez irréalistes ou inatteignables. Et donc, on la voit bien partie. Et du coup, le bilan d'Anne Hidalgo, qu'il y a quelques mois encore pouvait apparaître comme un handicap, est en train de devenir un atout dans cette campagne ? Ah oui, je pense. Et ce qui était surprenant hier ou marquant, c'est que lorsqu'elle a présenté son programme, quasiment toute l'intégralité de son programme, de sa présentation, était sur son bilan écologique, sur le vélo, sur le bio à la cantine, sur la rénovation énergétique. Et elle a, d'une manière assez forte, changé tous les points négatifs de sa campagne. On n'en parle quasiment plus. Les autres thèmes de la campagne, on n'en parle quasiment plus. Et elle a su profiter, comme le disait mon interlocuteur, du changement, de la montée en puissance des enjeux écologiques, de la prise de conscience des électeurs, et que ça devient un enjeu, pas qu'à Paris, mais à Paris plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. Et elle en profite parfaitement pour mettre en avant son bilan et mettre en avant ses propositions par rapport à d'autres propositions qui sont parfois plus farfelues. Alors hier, elle a beaucoup parlé d'écologie, mais dans les colonnes de l'Obs, cette semaine, Sylvain Courage, elle dévoile son plan sécurité, Anne Hidalgo. Oui, alors ça, c'est un des points noirs. Hein. C'est la montée de l'insécurité qui est avérée, mesurée, et des incivilités. Et donc, elle réclame à corps et à cri une police municipale. Au Parlement, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il y a des enjeux politiques. Et elle voudrait faire une police à sa façon. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de répliquer la police nationale. Elle veut que ce soit une police qui ait à cœur de faire respecter un certain civisme, de faire respecter les minorités. Donc, elle rêve d'une autre police, et surtout d'une police différente de celle du préfet l'Allemand, qui est apparemment devenu sa bête noire, et ça a l'air réciproque. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel aussi elle a pas mal manœuvré, parce que elle a dégainé assez vite. On pourrait lui faire reproche du bilan sécuritaire. Elle a quand même bien montré que, évidemment, dans ce domaine, elle était dépendante de l'État et du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police. Et puis, elle a quand même réclamé une police municipale, ce qui, pour une élue socialiste, compte tenu de son parcours, est une conversion. Surtout qu'elle a longtemps été contre cette police municipale. Alors, c'est pas la seule maire socialiste qui aujourd'hui se rallie à la nécessité de police municipale. Il y a une sorte d'aggiornamento qui se fait aussi à gauche sur cette question-là. Mais moi, je voudrais revenir quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la cohérence écologique d'Anne Hidalgo, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que finalement, elle profite quand même, au-delà de son bilan, qui peut être discuté, notamment sur la question de la propreté, sur la question de la sécurité, sur la question de l'endettement de la ville, elle profite indéniablement des faiblesses de ses adversaires, parce que ce sont bien les faiblesses de ses adversaires aujourd'hui qui font que Anne Hidalgo est favorite. Il est clair que le problème qui s'est posé, c'est que La République En Marche n'a pas trouvé le candidat qui finalement correspondait à la sociologie parisienne. Il a trouvé un candidat qui aujourd'hui pose problème, on le voit sondage après sondage. Donc c'est bien quand même cette situation politique qui fait qu'aujourd'hui Anne Hidalgo apparaît comme une candidate qui s'impose naturellement et qu'on finit par même oublier son bilan. Vous savez, en politique... Et son impopularité. Et son impopularité en politique, il y a quand même une règle qui est quand même une règle d'or, c'est qu'on gagne souvent sur les faiblesses de ses adversaires. Et là, en l'occurrence, elle est en train vraisemblablement de l'emporter sur les faiblesses de ses adversaires. Sylvain ? Oui, bien sûr. Surtout qu'on promettait la ville à La République En Marche sur la foi de l'élection présidentielle, confirmée par les scores aux européennes, avec en plus un basculement sociologique, c'est-à-dire qu'on a vu que tout le Paris de la droite votait Macron. Bref, ils avaient un boulevard dans les instituts de sondage. Et effectivement, ce sont les divisions personnelles, les ambitions qui ont fait capoter ce projet. Elle en profite énormément parce que
ils sont devenus inaudibles. À chaque fois qu'on voit Griveaux, on pense à Villani. À chaque fois qu'on voit Villani, on pense à Griveaux. Et ils n'existent pas. C'est aussi simple que ça. Enfin, voilà. En plus, on voit bien que personne n'arrivera à les réconcilier. Le président de la République s'y est essayé et ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est sûr qu'on profite toujours des faiblesses de son adversaire, mais comme dans tous les sports. Allez, voilà pour ce point sur la campagne à Paris. On va maintenant faire un point sur la campagne à Rennes. On va partir tout de suite en direct sur place, retrouver nos partenaires de TV Rennes. Bonjour Stéphane Beignet. Bonjour Oriane, bonjour à votre club. Merci d'être avec nous ce matin Stéphane, vous êtes le directeur de l'information de TV Rennes. Stéphane, comment avance la campagne à Rennes depuis le débat entre les candidats, ce débat du 17 janvier ? Alors, il n'y a pas de grand coup d'éclat, Oriane, depuis notre débat rennais. Il faut dire que nous ne sommes plus dans les deux blocs d'il y a 6 ans avec Nathalie Appéré, qui briguait son premier mandat pour le Parti socialiste, Rennes détenu par le PS depuis 1977, et puis Bruno Chavanat, qui était le candidat du centre et de la droite. Donc aujourd'hui, ça a vraiment changé avec les 9 candidats qui sont là, mais vous parliez d'empreinte environnementale. C'est en quelque sorte vraiment le message qui est donné en filigrane. Chaque candidat essaie vraiment de verdir plus que l'autre. Nathalie Appéré, elle, souhaite donner plus de verdeur sur les petites places de la ville de Rennes, également donner de grandes artères végétalisées, alors que face à elle, eh bien, Mathieu Teurier, le candidat de ELV, souhaite lui davantage partir sur un programme complètement innovant qui s'appuierait sur un véritable lieu d'expérimentation. À droite, et le candidat du centre-droite, Charles Compagnon, lui veut prendre la grande esplanade Charles de Gaulle pour en faire un parc urbain. Quant à la candidate de La République En Marche, Carole Gandon, elle souhaite planter un arbre pour chaque nouvel habitant rennais, qu'il s'agisse de naissance ou bien encore de nouveaux venus dans la capitale bretonne. Voilà pour le point sur les différents candidats. Stéphane, est-ce qu'il y a des candidats qui endossent le statut de favori ? Difficile, on peut peut-être dire que 2 candidats semblent faire la course en tête. Nathalie Appéré, candidate socialiste, maire sortante, et puis à ses côtés, Mathieu Teurier qui participer à la majorité municipale. C'est le candidat de ELV, quelqu'un qui a d'ores et déjà dit qu'au second tour, il se rallierait, il y aurait un ralliement avec les socialistes. Et on sent que ces 2 candidats maîtrisent parfaitement les dossiers. Ils partageaient la majorité municipale ensemble. Et puis après, il y a match entre le candidat de la droite et du centre, Charles Compagnon, un restaurateur venu tardivement en campagne, mais c'était l'ancien président du Carré Rennais, donc le représentant des commerçants du centre-ville, et puis bien évidemment Carole Gandon, candidate de La République En Marche, qui attend le soutien du Premier ministre Édouard Philippe. La date n'est pas encore définitivement arrêtée, mais le Premier ministre devrait venir à Rennes honorer cette campagne, avec une grande question ici. Que fera le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, celui qui avait fait en quelque sorte Nathalie Appéré? Eh bien, restera-t-il silencieux? Prendra-t-il part dans cette campagne? C'est vraiment une question qui revient sur toutes les lèvres aujourd'hui. Eh bien, vous nous en parlerez, Stéphane Beignet, quand vous avez la réponse. On va faire un point sur les thèmes de campagne à Rennes. Quels sont les thèmes sur lesquels se focalise la campagne? Est-ce que c'est la question de la métropole? Alors, la métropole, oui, parce qu'il s'agit aussi d'avoir ce 3e tour de l'élection municipale. On pense à cette métropole de 460 000 habitants, 43 communes. On essaie aussi de voir quel visage, parce que les petits maires, évidemment, souhaitent peser aussi demain dans le rayonnement. Alors, il y a beaucoup de discussions. On a vu qu'il y avait aussi une fronde de certains maires de l'opposition communautaire, des maires du centre droit qui essaient de se réunir pour essayer et tenter de peser demain pour redonner peut-être un petit peu plus de latitude aux communes. Mais enfin, Rennes Métropole est un outil vraiment structuré depuis très longtemps. Le district était passé en 2000 vraiment en communauté d'agglomération. Cette métropole aujourd'hui est l'une des 2 métropoles bretonnes, c'est la plus importante, et elle entend aussi peser de tout son poids en jouant collectif. Et ici, on parle de véritable PAC pour faire avancer les grands sujets métropolitains. On penserait notamment à la LGV qui permet de relier Paris à 1h25,
sondage. C'est tout l'enjeu de cette capitale de se frotter à l'échelon national, mais également européen. Merci beaucoup, merci Stéphane pour ce point sur la campagne à Rennes. On vous retrouve très vite dans cette émission pour un nouveau point sur la campagne. Stéphane, directeur de l'information de TV Rennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On le voit à Rennes, campagne municipale bien évidemment, mais enjeu national. Stéphane nous disait, Édouard Philippe devrait venir soutenir Carole Gandon, la candidate de La République En Marche. Et puis le Parti Socialiste joue gros aussi à Rennes. C'est l'une des grandes villes détenues par le Parti Socialiste. Oui, alors Rennes est une ville quand même traditionnellement de gauche, donc on peut imaginer que la candidate socialiste sorte en bonne position au soir du premier tour. Ce qui est quand même assez intéressant quand on regarde d'ailleurs au-delà de Rennes les différentes intentions de vote dans un certain nombre de grandes villes, c'est quand même qu'il existe une prime aux sortants, ce qui traduit d'une certaine manière finalement dans un champ politique qui a tellement été déstabilisé ces 2 dernières années, peut-être la volonté des électeurs aussi de se réassurer d'une certaine façon en allant cherchant finalement des élus d'abord qu'ils connaissent, des élus de proximité et des élus dont ils sont sûrs dans le comportement et la pratique aussi de gouvernance. Il y a aussi peut-être ce facteur psychologique qui rentre en compte tenu du contexte national, mais quand même à gauche, un duel qui va être extrêmement important dans de nombreuses villes entre le PS et les écolos lorsqu'il n'y a pas eu d'accord. Et justement, on va en parler de ce duel entre le PS et les écolos. Jérôme, c'est à la une du cahier territoire de la Tribune cette semaine municipale. L'urgence environnementale va-t-elle profiter aux Verts ? Oui, tout à fait. Et comme à Rennes, on voit qu'il y a une volonté de verdir au maximum les programmes, à gauche comme à droite, parce qu'il y a la menace Europe Écologie qui menace les maires sortants, même s'il y a une prime, bien entendu, aux sortants. Et il y a un rapport de force, notamment entre le PS et Europe Écologie à Rennes, peut-être pas aussi marqué qu'ailleurs, mais dans beaucoup de villes, si ce rapport de force s'inverse au premier tour, la liste commune du second tour sera menée par le candidat écologiste et qui pourrait permettre d'accéder, de gagner plus de villes, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Lyon, que ce soit à Strasbourg ou ailleurs, ou à Nantes. Et donc il y a un vrai enjeu pour le Parti Socialiste pour conserver ses mairies avec une menace assez forte d'Europe Écologie. Un mot rapidement, Sylvain, là-dessus. Oui, on voit bien qu'il y a un retour de la forme dans ces municipales. Effectivement, les électeurs veulent se rassurer. Et puis, c'est le clivage droite-gauche quand même. Parce que le dépassement qu'on a vécu en 2017, et de droite et de gauche, dans les territoires, ça n'a pas vraiment infusé. Alors ça, c'est une première leçon. Et la deuxième leçon, c'est effectivement ce qui vient d'être souligné, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une nouvelle force qui est en train de se dessiner, qui pourrait rééquilibrer le système, et qui est le rassemblement, le rapprochement de ce qui reste du Parti Socialiste, qui est encore puissant dans les villes, et alors là, du courant ascendant d'Europe Écologie Les Verts. Et ça, on sait que ça a une certaine faveur de la part des anciens électeurs socialistes. Donc ça peut aussi avoir une pérennité et créer un troisième bloc. Il y aurait, disons, le Rassemblement National, Europe Écologie, alors avec la droite prise en sandwich, La République En Marche, et puis cette social-écologie. Il faut que les appareils s'entendent. Mais le PS est tellement faible qu'il est un peu contraint de s'entendre. Ouais, mais on va parler du reste de cette campagne municipale et voir ce qui se passe du côté des réseaux sociaux. C'est Quentin qui scrute ça pour nous. Et Quentin, on va parler avec vous de ces ministres candidats au municipal. Ça a agité les réseaux sociaux cette semaine. Voilà, Franck Riester l'annonce dans le Pays Briard, une info reprise sur le compte Twitter d'Agir, le parti dont il est président. Il brigue donc la mairie de Coulommiers. Il le dit dans l'article, si le président de la République et le Premier ministre continuent de me confier des responsabilités au sein du gouvernement, je ne me déroberai pas parce que servir mon pays, c'est un devoir et un honneur. Donc si les Columériennes et les Columériens font confiance à la liste que je vais présenter, c'est Laurence Picard qui sera la maire de Coulommiers. Donc on le voit, il y a comme cela une jurisprudence. Édouard Philippe qui se met en place avec des ministres candidats qui resteront ministres s'ils sont élus. Et à l'inverse, si jamais ils perdent l'élection municipale, on le voit également depuis hier, les ministres qui échoueront à se faire élire ne seront pas obligés de démissionner. Ça a même fait l'objet d'un article dans Le Monde. Et c'est Sibeth Ndiaye qui le disait d'ailleurs hier sur votre plateau, Oriane. La légitimité
légitimité du ministre ne procède pas du fait qu'il soit élu parlementaire ou élu local. C'est ce qu'elle a dit hier sur Public Sénat. Et elle dit, toutefois, on encourage ceux qui le souhaitent à être élu local parce que c'est une très belle fonction au service de nos concitoyens. Et on le voit, l'opposition n'a pas manqué de tirer sur cette idée. Pour le sénateur communiste Fabien Gay, cet entre-deux avec un ministre candidat qui reste ministre une fois élu, cela a un parfum d'ancien régime, a-t-il dit, avec des fiefs locaux comme cela pour les ministres. Il a dit, les Havraises et les Havrais, en parlant d'Édouard Philippe, ils méritent un maire et pas un intérimaire. Et justement, la candidature d'Édouard Philippe, elle fait réagir sur les réseaux sociaux, ça provoque des remous. Oui, tout à fait. On parlait de ces lignes entre deux, en marche, qui n'infusent pas forcément localement. Et donc, on le voit, il y a un embarras chez les LR, car la candidature d'Édouard Philippe au Havre, vous voyez le titre de l'opinion, eh bien, elle met en porte-à-faux certains élus de droite qui sont un peu perdus. Au niveau national, ils sont dans l'opposition, au Parlement notamment. Et au niveau local, eh bien, ils deviennent alliés avec La République En Marche sur cette liste d'Édouard Philippe. Et on l'a même vu sur le compte LREM au Havre de LREM, donc sur Twitter, qui a dit « Nous partons pour un duo gagnant » avec comme ça la photo de l'actuel maire et d'Édouard Philippe. Et à la droite, vous voyez, c'est Agnès Canaillet. Alors, elle est sénatrice LR et elle est même présidente de la fédération des LR dans le département. Et donc, elle a annoncé sur Twitter qu'elle se mettait en retrait de ces fonctions-là, mais pas en retrait du groupe LR au Sénat. Et donc, on le voit avec ces cartes qui sont rebattues. Eh bien, il y a des positions de certains élus qui peuvent être particulièrement inconfortables en ce moment. Compliqué pour les Républicains de s'attaquer notamment à Édouard Philippe, qui a été élu comme maire UMP du Havre en 2014. Mais vous savez, c'est un vieux phénomène qu'on connaît bien en sciences politiques, c'est le processus de notabilisation. Le notable sur le terrain, c'est quelqu'un qui transcende les clivages politiques. Ça a toujours existé. Il y a un certain nombre de grands notables. Je pense à Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux dans les années 60 ou d'autres encore ailleurs qui avaient cette capacité du fait de leur positionnement national et de leur personnalité propre, d'agréger finalement des forces politiques autour d'eux qui venaient d'horizons différents. Et Édouard Philippe, aujourd'hui, il bénéficie aussi de cela dans sa bonne ville du Havre. Mais il y a quelque chose qui peut-être peut poser problème quand même sur le fond, et je pensais notamment à la déclaration du ministre de la Culture, c'est que si vous voulez quand même dire que l'on est candidat et que finalement on ne sera pas maire et qu'on restera ministre, tout cela donne le sentiment de s'acheter une forme d'assurance vie. Et ça peut être perçu comme tel par les électeurs. Parce que quand vous prenez dans votre discours finalement la mobilité, la plasticité, la responsabilité individuelle qui sont quand même le cœur du discours officiel de l'exécutif, si vous ne vous l'appliquez pas à vous-même, il y a un petit hiatus qui peut poser problème. Oui, c'est contradictoire avec les engagements de La République En Marche qui avait promis de mettre fin à ces cumuls, à ces stratégies, qui voulaient renouveler le personnel politique. On a l'impression qu'ils redécouvrent les bases de la politique, en fait. Après les avoir déconstruites, ils se rendent compte qu'il leur faut des têtes de liste, qu'il leur faut des gens qui s'enracinent, qui construisent un parcours politique. Et donc, ils sont amenés un peu à réviser l'utopie initiale, les beaux discours de renouvellement. Et ça peut effectivement, ça n'échappera pas aux électeurs et ça peut les handicaper dans ces élections municipales. Allez, pour terminer cette page municipale, on va faire un petit tour du côté de l'Indre-et-Loire. À 5 semaines du premier tour, 3 listes sont en course pour la mairie de Chinon. Et au cœur de cette campagne, une question qui touche de nombreuses communes rurales. Comment redonner du dynamisme au centre-ville qui souffre trop souvent de la disparition des commerces? On va regarder ce reportage d'Audrey Champigny, de nos partenaires de Télétour. Elle est allée à la rencontre des 3 candidats. Chinon, sa forêt domaniale, ses vignes, sa forteresse, sa rivière et ses vitrines laissées à l'abandon. En 15 ans, une trentaine de commerces ont fermé. En cause, un habitat du XVe siècle qui n'est plus adapté au confort d'aujourd'hui. Alors que faire? Tenter l'expérience des beaux éphémères? Déjà fait. Le maire sortant, lui, imaginerait la réouverture de halles commerçantes en place et lieu de la mairie. Comment on a une locomotive qui fédère, qui ne vient pas altérer le reste. Il faut le calibrer sur une taille fine, parce que vous ne pouvez pas avoir un équipement disproportionné qui viendrait vider le reste. L'idée, c'est de l'accompagner sur des endroits. La contrainte du cœur de ville historique, c'est par exemple si vous voulez installer un poissonnier ou un fromager, les contraintes d'hygiène et d'accessibilité font que dans le bâti ancien, c'est très complexe à installer. Est-ce qu'on n'a pas, dans ce lieu de complémentarité, la capacité à avoir des sédentaires, des non-sédentaires sur les marchés du jeudi, du samedi et du dimanche, qui viennent compléter l'offre et qui du coup créent un lieu d'animation fédérateur de rencontres
au cœur de la ville et qui du coup va faire rayonner l'ensemble du commerce autour. Des commerçants, oui, mais encore faut-il qu'il y ait des clients. Car la population de Chinon, qui compte 8644 habitants, n'est pas en baisse, mais ne rajeunit pas. Les familles sont parties, s'écartant du centre-ville et privilégiant les zones périurbaines, plus faciles d'accès et avec plus de services. Pour Laurent Baumel, ancien député socialiste du Chinonnais et candidat, l'enjeu se trouve bien là. La première chose qu'on doit faire, c'est au moins ne pas pénaliser davantage notre commerce de centre-ville en introduisant dans les politiques municipales du stationnement payant ou des choses qui pénalisent le commerce de centre-ville. Ensuite, la loi donne aujourd'hui à des maires des outils réglementaires importants pour rééquilibrer le développement commercial entre ce qui peut se faire au centre et ce qui se fait à la périphérie. Si nous sommes élus demain, nous utiliserons ces instruments que la loi nous donne pour freiner le développement du commerce périphérique et redonner la possibilité à l'ensemble de la communauté chinonnaise de réfléchir à un plan de bataille pour dynamiser le centre-ville, son commerce, mais aussi ses associations. Un centre-ville tourné vers le vivre ensemble pour ses habitants, mais également pour ses touristes. Car Chinon accueille chaque année en moyenne 54 000 visiteurs. Fabienne Colbock, députée En Marche, est elle aussi candidate et elle aimerait faire du pays de Rabelais une véritable destination. Pour ça, on veut mettre en place un carrefour des mobilités au niveau du quai d'Anton, là où il y a la plus belle vue de Chinon, la vue sur le château, et une connexion avec la Vienne. On veut que la Vienne aussi soit partie intégrante de la ville et du tourisme. Il y a beaucoup d'acteurs sur la Vienne. Le canoë, il y a les bateliers, il y a kayak, enfin voilà, tout au long de l'année et de manière saisonnière. Il y a la guinguette, il y a le camping, il y a aussi la piscine en face qui peut être des relais. Il faut vraiment que cet endroit-là vive au niveau touristique, mais aussi que ça soit un lieu de départ ou d'arrivée pour prendre la voie verte ou la Loire à vélo. Pour l'heure donc, seuls 3 candidats en lice à Chinon. Le premier tour de ces municipales est prévu le 15 mars prochain. Voilà pour ce reportage, cette question finalement de la désertification des centres-villes qui touche de nombreuses communes. Voilà, oui, c'est là aussi un tournant parce qu'on a connu ces années les 30 glorieuses et puis du développement du grand commerce, de la grande distribution en périphérie, on ne jurait que par ça. Il y a un parti qui avait repéré le problème parce que c'est désespérant pour les habitants, c'est désespérant pour les commerçants de voir le centre historique des villes mourir tout simplement. C'est le Front National, enfin aujourd'hui Rassemblement National. Mmh. Et ils ont prospéré aussi sur ce sujet. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les candidats s'en emparent parce qu'on se rend compte évidemment que le commerce de périphérie, c'est fini, c'est du passé. Et donc on revient, on réinvestit le centre, tant mieux. Je pense que c'est très important et c'est pas seulement une revendication poujadiste de petits commerçants parce que c'était un peu vu comme ça quand on voit des socialistes qui ont quand même été très prompts à accorder des autorisations à des grandes surfaces en périphérie aujourd'hui se préoccuper de ça, c'est une évolution importante. Eh bien merci, voilà c'est pour cette page municipale. Avant de se quitter comme tous les jours, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux. Quentin, on commence avec Centre Presse. Là aussi, on parle municipal. Oui, on va en parler avec d'ailleurs quasiment tous les titres de la presse quotidienne régionale que je vais vous montrer aujourd'hui. Car on le voit, ça s'accélère, notamment à la une du journal basé à Rodez, qui nous explique que depuis hier et jusqu'au 27 février, à 18h d'ailleurs, très précisément, eh bien, la préfecture de l'Aveyron accueille les candidats au premier tour. Un passage obligé, nous dit Centre Presse, qui mobilise les services de l'État, de la réception aux vérifications d'usage. L'un des thèmes majeurs de cette campagne, on en a parlé, ce sera l'écologie. C'est à la une de la Nouvelle République. Voilà, ça rejoint tout ce qu'on se disait tout à l'heure en plateau, l'écologie qui reste un des sujets majeurs de ces élections municipales. La Nouvelle République a consulté ses lecteurs. Ils veulent des maires qui s'engagent vraiment pour l'environnement, nous dit le journal. Les électeurs qui rêvent d'arbres, de vélos et de cantines bio, peut-on lire à l'intérieur du journal. Et pas question de mesurettes symboliques. Ce futur maire devra viser le zéro impact climatique et environnemental dans toutes les
les décisions prises. Une proposition qui arrive dans le peloton de tête de la consultation, nous dit donc le journal basé à Tours. Et Tours, on suivra la campagne à Tours la semaine prochaine. Dans l'Indépendant, Zoom sur Perpignan. Voilà, 5 candidats au second tour dans un sondage. C'est l'enseignement effectivement de ce qu'on peut lire dans l'Indépendant. Regardez, avec Louis Alliot en tête de ce sondage à 30% d'intention de vote au premier tour. Et alors, comment est-ce qu'on dit lorsqu'il y a 5 candidats qui se qualifient pour le second tour? Vous savez, quand il y en a 3, c'est une triangulaire. Quand il y en a 4, c'est une quadrangulaire. Et quand il y en a 5... Personne ne sait? Eh bien, c'est une quinquangulaire. Voilà, vous avez appris un mot aujourd'hui dans la matinale de Public Sénat. Et donc, on le voit, Jean-Marc Pujol, le maire LR sortant, qui est largement distancé dans ce sondage au premier tour par Louis Alliot. Et donc, l'enjeu, ce sera de voir qui est-ce qui se maintient ou non et s'il y a un fonds républicain qui se fait au second tour pour faire battre Louis Alliot. Et on termine avec le Progrès. Voilà, le Progrès avec cette interview de David Kimmelfeld, le président de la métropole lyonnaise, à voir aujourd'hui dans le Progrès, qui répond aux questions des lecteurs. Et le journal nous dit qu'il n'a pas épargné Gérard Collomb dans cette interview, mais donc c'est à lire dans le Progrès aujourd'hui. Et merci beaucoup Quentin, on va regarder vos unes. La une de La Tribune, un monde sans plastique, un pari impossible. C'est à la une de votre journal, Jérôme, avec à la une du Carrier Territoire, on en a parlé, municipal. L'urgence environnementale va-t-elle profiter aux Verts? À la une de la revue politique et parlementaire, Territoire sous tension, Arnaud. Et puis 20 secondes, Sylvain, pour nous parler de cette une de l'Obs, cette enquête exclusive avec Ipsos et ses électeurs de gauche qui jugent Emmanuel Macron. On a rassemblé des électeurs de gauche pour un débat, un entretien grâce à Ipsos. Et on voit qu'il y a un décrochage sérieux entre ces électeurs qui ont assuré la victoire d'Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle en 2017 et la politique qui est menée. Et donc c'est un relevé de cette fracture et des analyses autour de ça. Et c'est donc à lire cette semaine dans l'Obs avec cette question en une, plus jamais Macron, point d'interrogation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, l'invité politique Laurent Saint-Martin, député La République En Marche, rapporteur général du budget. Très bon week-end sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.